Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir que la théière marocaine est le fruit d'une évolution, l'intégration nationale d'un objet qui a beaucoup voyagé. Le thé vient de Chine, ça on le sait. J'en avais parlé dans cette ancienne vidéo où je faisais l'histoire du thé à la menthe marocain. Et la théière va suivre un peu le même parcours entre appropriation et innovation. Partie de Chine avec le thé, la théière en terre ou en céramique va être copiée en Angleterre dès le XVIIe siècle. Les copies seront d'abord produites en porcelaine, puis les manufactures européennes produiront des modèles en argent destinés à un public aisé. En 1681, lors de sa traversée de l'océan Atlantique pour aller fonder la Pennsylvanie, on avait présenté à l'amiral britannique William Penn un service à thé en argent avec une théière qu'on pourrait presque voir dans le Maroc d'aujourd'hui. On reconnaît le bec verseur et l'anse, le couvercle et un ventre un peu différent, plus large à sa base. Et c'est une des plus anciennes représentations de ce type d'objet dans un style qui est appelé piriforme, en forme de poire. Elle a eu beaucoup de succès auprès de la reine Anne Stuart qui prend le pouvoir en Angleterre au début du XVIIIe siècle. C'est sous son siècle que la théière va gagner en popularité au fur et à mesure que le prix du thé va baisser, se diffusant dans toutes les couches de la société britannique, ou presque. Parce qu'au XVIIIe et XIXe siècle, le thé devient une véritable drogue en Angleterre, entraînant par ricochet la diffusion de l'opium en Chine. C'est ce que nous raconte l'historien Patrick Boucheron. Cette drogue aux vertus thérapeutiques, ce sont les Britanniques qui la produisent en Inde. Ils en ont le monopole de la commercialisation, ils en sont, pourrait-on dire, les dealers. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont tout simplement besoin d'équilibrer leur balance des paiements, la balance commerciale avec la Chine. Parce qu'eux aussi sont drogués, ils sont drogués au thé. Et ce sont ces mêmes Britanniques, ceux qui ont rendu les Chinois accros à l'opium, qui vont rendre les Marocains accros au thé et à la théière. On dit que c'est une autre Anne d'Angleterre, qui a introduit le thé au Maroc lors d'une rançon qu'elle aurait payée au sultan Moulay Ismail en échange de la libération de 69 prisonniers de guerre. Mais pendant longtemps, à travers les cadeaux d'ambassades européennes faits aux dignitaires marocains, l'usage du thé se cantonnera aux Marzen et aux familles riches. C'est un événement politique, la guerre de Crimée, qui va précipiter les choses. En 1853, une coalition franco-britannique entre en guerre contre l'Empire russe. Cette alliance contre nature avait pour but d'éviter que l'Empire ottoman, en pleine déliquescence, ne tombe sous la coupe de la Russie. La cargaison de thé anglais, destinée au marché balkanique et slave, fut bloquée en mer Noire. Les Britanniques vont alors la réorienter vers le Maroc, vers Tanger, une ville déjà fortement internationalisée, et vers Essaouira, l'ancienne Mogador. C'est ce que nous raconte l'ethnologue souissi Abdelkader Mana. Il y avait des tas de colporteurs juifs qui sillonnaient la région. Et donc, c'est par leur intermédiaire que le thé a été introduit dans les souks hebdomadaires de l'arrière-pays et de proche en proche dans l'ensemble du Maroc. Et on appelait à l'époque un thé soueri, c'est-à-dire le thé des Saouira, et il est devenu connu nationalement comme étant le thé des Saouira. Ces importations massives de thé vont entraîner une hausse de la consommation de thé au Maroc et ailleurs dans la région. Comme on le voit sur ce tableau, en 4 ans, les importations sont multipliées par 6 dans le port de Mogador et par 100 en 40 ans. Et pour servir ce thé, il fallait des théières que les Anglais vendaient très cher. Entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, les échanges commerciaux avec le Royaume-Uni, commencés dès le règne d'Al-Mansour à la fin du XVIe siècle, sont allés croissant. Le Maroc exportait essentiellement des matières premières, céréales, dattes, miel, amandes, cire d'abeille, huile, laine, plumes d'autruche, babouche, et importait d'Angleterre des produits textiles, des épices, du café, des bougies, du salpêtre, mais surtout du thé et de la vaisselle, dont cette fameuse vaisselle en argent. Dans les années 1860, les produits britanniques dominaient largement les importations au royaume chérifien, et Gibraltar,
possession britannique en Ibérie, jouait un rôle de plaque tournante dans ce commerce. Et une bonne partie de ces produits, eux, venaient de Manchester. Dans son ouvrage, Khalid Bekaoui fait la liste des nombreux Marocains que le pouvoir avait envoyés en Angleterre au cours du XVIIIe siècle. Une bonne partie d'entre eux, d'ailleurs, étaient de confession juive. Pendant des décennies, on a pu voir dans les rues de Londres ou de Manchester des colporteurs, des marchands et des négociants marocains. Quand les habitants de Fès, les Fassis, commencent à émigrer vers l'Angleterre, ils n'arrivent pas en terre inconnue. Là-bas, une trentaine de familles va prospérer dans différents secteurs d'activité. Et là encore, c'est un événement politique qui va précipiter les choses. En 1906, l'acte général de la conférence d'Algésiras signe le début de la perte de souveraineté du royaume. Il contraint notamment le Maroc à ouvrir le pays aux produits européens, rendant la marchandise britannique encore plus présente sur le marché marocain. Et l'implantation de ces produits va notamment se faire grâce à l'expertise des familles marocaines installées en Europe et qui connaissaient bien les goûts et les besoins du Maghreb. Les produits européens vont bénéficier d'avancées technologiques industrielles, les techniques pour argenter les métaux, les presses pour les emboutir et les tours pour les mettre en forme. Les dynandiers Fassis vont essayer de s'adapter pour répondre aux besoins du marché, mais ils n'ont pas pu lutter efficacement contre la puissance industrielle britannique, et notamment celle d'un mystérieux Richard Wright. Et je dis mystérieux parce qu'on ne trouve de lui quasiment aucune trace, aucune photo ni aucun document. Alors est-ce que ce sont des Marocains qui ont créé cette marque dans un but commercial ? Martin Rose a écrit un article sur le sujet auquel je n'ai pas pu avoir accès pendant cette recherche. Je ferai peut-être un jour une suite à cette vidéo si j'arrive à le trouver. L'historien Abdelahad Septi, dans un ouvrage collectif T42, lui nous dit que c'est un membre de la famille Ben Jelloun qui va s'associer avec Sir Richard Wright, lui-même un tisserand amateur d'argenterie, pour fabriquer des articles raffinés destinés au marché marocain. Ensemble, ils créent une vaisselle inspirée des deux traditions, anglaise et Fassi. La marque voit sa renommée grandir à Fès, mais à la fin des années 1920, l'entreprise est rachetée par l'aciérie Barkers & Smith et déplacée à Birmingham pour une diffusion sur le marché anglais. Les locaux et le matériel disparaissent pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Donc, au début du XXe siècle, les plateaux de l'entreprise Richard Wright, mais surtout de très nombreuses théières, arrivent au Maroc, où elles sont devenues très connues. Et ça parce qu'elles vont s'adapter au goût des locaux en reprenant des motifs traditionnels, notamment les motifs Fassi. Et elles sont toutes identifiées par un poinçon qui dit textuellement « Hada Amal Richard Wright, Manchester ». Ceci est le travail de Richard Wright de Manchester. Et la forme arabisée Manchester est encore utilisée chez les artisans de Fès pour désigner le plateau. Tout comme Wright ou Raid, la forme arabisée de Wright désigne une théière de bonne qualité. Et c'est celle-là que les artisans marocains vont s'efforcer de copier, parfois même en imitant le poinçon. Le TikToker Moroccan Teapot Story nous aide à reconnaître les fausses théières Richard Wright. Dès le début du protectorat, certains chez les Français vont déplorer cette tendance qu'ont les Marocains de s'inspirer ou de copier les produits européens. Une tendance qui permettra néanmoins de donner sa forme définitive à la théière marocaine contemporaine, au point que beaucoup, au Maroc aujourd'hui, croient toujours qu'elle est une spécificité locale. L'anthropologue Abdellah Hamoudi disait qu'au Maroc, l'innovation, on doit la dissimuler, la masquer ou enfin la transformer au point qu'elle devienne méconnaissable. Chaque innovation qui finit par s'imposer à tous devient elle-même une tradition dont la nouveauté doit nécessairement s'effacer. Dans son article « Le plateau athée à l'épreuve du creuset marocain », l'anthropologue Baptiste Buob nous dit que la Seconde Guerre mondiale sera une chance pour les artisans marocains de pallier la raréfaction des produits européens. Un dynandier Fassi ramène de Tunisie un tour mécanique en 1946, un tour qui fournit les conditions favorables à la production en série d'objets. Et c'est l'entreprise Edtage qui désormais va copier fidèlement la théière Wright
Gommant ainsi ses origines britanniques. Bref, la théière est devenue Bildi, un véritable symbole national, au même titre que le thé à la menthe évidemment, mais aussi du Tabsil Taos auquel j'ai consacré une vidéo. Mais comme le thé, la théière va continuer son voyage vers les autres pays du Maghreb, ainsi que par les routes transsahariennes vers les populations du désert, où elles sont désormais remplacées par de petites théières rondes et colorées plus adaptées à la vie nomade. Et là, comme ailleurs dans la région, on appelle la théière barad. Étonnamment, ce mot vient de la racine barada qui signifie froid, ce qui est paradoxal pour un objet censé servir une boisson chaude. Mais ce terme arabe barada désigne initialement une jarre en terre qui permet par évaporation de rafraîchir l'eau, ce qu'on nomme un botiro en espagnol ou une gargoulette en français. Et c'est certainement par analogie de forme que malgré son étymologie, la théière prend son nom. La berrad joue un rôle central dans la sociabilité marocaine. Elle est presque un membre de la famille, partageant toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort, en passant par les mariages et tous les repas de la journée. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'anthropomorphisation de la théière comme on le trouve en français, mais corrigez-moi si je me trompe. Parce qu'en français, on lui donne des noms normalement utilisés pour les êtres humains. On parle ainsi de son ventre, de ses épaules, de ses pieds, voire de son chapeau, et de son bec. Le bec dans le sens de bouche, comme on disait avoir le bec fin. Et j'avais déjà parlé de cette tendance qu'on a parfois en français d'anthropomorphiser des choses et notamment le paysage. Donc pour résumer, on a le voyage d'une théière en céramique chinoise vers l'Europe, où elle va être copiée par des argentiers français, allemands, mais surtout britanniques, qui vont faire évoluer son style. Le succès qu'elles vont connaître au Maroc va mener à l'association probable d'intermédiaires marocains avec un industriel britannique. Ensemble, ils vont lui donner un style anglo-fassi, ou au moins un style anglo-marocain. Les artisans des souks de Fès et d'ailleurs vont à leur tour la copier, l'adapter et innover pour l'ancrer profondément dans le patrimoine marocain, au point d'en devenir un des symboles. Et évidemment, le Maroc est loin d'être le seul pays à avoir nationalisé un objet exogène, un objet étranger. Je parlerai un jour des origines lointaines de la fleur de lys française, ou de l'éventail espagnol, un symbole national emprunté à la Chine et aujourd'hui totalement intégré dans la culture ibérique. Donc si vous avez une théière ancienne chez vous, regardez dessous si elle porte le nom de Richard Wright et ayez une petite pensée pour toutes les personnes qui ont contribué à son succès. Si vous voulez laisser une photo de votre théière, rejoignez le groupe Décrypter les cultures méditerranéennes et on pourra discuter de l'authenticité ou de l'originalité de votre théière. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'assiette Taos, je vous invite à aller voir son histoire qui, par de nombreux aspects, ressemble à celle du thé et de la théière. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, d'activer la cloche. Encore une fois, c'est assez important. Et je vous retrouve bientôt pour un autre sujet. Bye bye.